Bien, bonsoir tout le monde. Merci Gilles, merci Jean-Philippe. Donc la chirurgie de revascularisation coronaire chez les patients tritronculaires. Pour paraphraser Iraj Ganjbach, j'ai commencé par regarder ce qu'on faisait nous, c'est-à-dire en disant la littérature, c'est nous. Et donc j'ai fait une extraction de notre base de données 2016-2023, la base de données Picard. Vous voyez, on avait un peu plus de 2000 patients qui ont eu des pontages isolés. Et finalement, les patients qui ont une fonction ventriculaire, une fraction d'éjection strictement inférieure à 50%, c'est là, à peu près un quart des patients. C'est ce qui ressort à peu près dans toutes les études, avec une fraction d'éjection moyenne à 37%. Et ça aussi, c'est un chiffre qu'on retrouve en moyenne dans la quasi-totalité des études, essentiellement des hommes, l'âge moyen 65 ans. L'Euroscore 2, il va varier surtout en fonction des comorbidités, ça va de 0,7%, même si on a une fraction légèrement altérée, à 69% pour les patients opérés plus tard que ça en extrême urgence. C'est rare de les opérer en extrême urgence, ces patients-là, et c'est essentiellement, vous voyez, pour presque la moitié des patients programmés et pour l'autre moitié des patients urgents, donc opérés au cours de la même hospitalisation. Tous chez nous sont faits sous CEC, c'est un choix qu'on a fait depuis plusieurs années, tous sont en tout artériel, 98%, là encore c'est la marque de fabrique de la maison. Si on regarde, ce sont avant tout des tritronculaires, et si on regarde la répartition des fonctions ventriculaires, on a quand même beaucoup qui sont entre 40 et 49%, plus de la moitié. On a quand même presque un tiers qui sont entre 20 et 30% de fraction d'éjection. Je pense que c'est ceux-là les plus intéressants d'ailleurs. Et puis un petit 10% entre 20 et 29, et puis quelques-uns qui sortent un peu des purs et qui sont au-dessous de tout ça. Si on regarde globalement la survie à la sortie, c'est 90% pour la totalité de cette cohorte-là, avec des durées moyennes de 10 jours. Vous voyez sur le diagramme que bien sûr, la survie à la sortie d'hôpital va être variable en fonction aussi de la fraction d'éjection à la base, parce que de toute façon, ce sont des patients complètement différents, avec 92% pour les patients qui sont entre 31 et 49%, et puis finalement plutôt 82-83% pour les patients qui ont une fraction ventriculaire gauche inférieure à 20%. D'ailleurs, ce sont ceux-ci, la dernière catégorie, fraction d'éjection inférieure à 20%, pour lesquels on va plutôt avoir recours à l'assistance circulatoire, des ECMO, des Impella, des monogauches, donc avec forcément une surmortalité. Une fois de plus, on a affaire à une population complètement différente. Alors que dit l'autre versant de la littérature maintenant? D'abord, quel est le risque des pontages coronaires chez les patients à fonction ventriculaire altérée? Donc, j'avais repris un papier qui n'était pas très vieux, la grosse base de données qu'on connaît bien de nos collègues de l'Ontario, 2008-2015, 40 000 patients. Et donc, ils se sont intéressés, ils ont pris comme référence les patients qui ont des pontages avec une fonction ventriculaire normale, supérieure à 50 ou plus, et puis ils ont regardé à côté de ça la outcome des patients qui ont eu des pontages avec une fonction ventriculaire altérée, ou les patients qui ont codé dans les 2 ans précédents pour une consultation ou une hospitalisation pour insuffisance cardiaque avec une fonction normale, ou encore ceux qui avaient codé pour une insuffisance cardiaque avec une fonction altérée. Vous avez les 4 courbes qui sont représentées ici. La référence, elle est là, donc c'est fonction ventriculaire gauche normale, pas d'insuffisance cardiaque, et vous voyez que finalement fonction ventriculaire gauche est altérée mais pas d'insuffisance cardiaque dans les 2 ans, c'est relativement proche. Alors, vous voyez bien que tout ça c'est de façon largement au-dessus de 90%, et donc les patients qui ont une fonction ventriculaire gauche altérée sans insuffisance cardiaque préalable, globalement la survie à 30 jours, ça reste aux alentours de 99%. Et puis par contre, il y a quand même un impact, les patients qui eux ont une histoire d'insuffisance cardiaque, c'est une histoire complètement différente, qu'ils aient ou pas d'ailleurs une altération de la fonction ventriculaire gauche, et bien sûr s'ils ont une altération de la fonction ventriculaire gauche, l'outcome est encore moins bon, mais reste avec une survie à la sortie à 30 jours supérieure à 90%. Si on regarde les autres ratios, vous voyez globalement on peut retenir 1,5, 2,5, 3,5. Si on a, par rapport à la référence, une fois de plus, si on a une fonction ventriculaire gauche altérée, pas d'insuffisance cardiaque, 1,5 fois plus de mortalité. Si on a une fraction normale, mais une histoire d'insuffisance cardiaque 2,5 fois plus, et puis 3,5 ou 3,8 si on a affaire à des patients qui cumulent à la fois la dysfonction ventriculaire gauche avec l'histoire d'insuffisance cardiaque. Il y avait aussi d'autres facteurs qui ressortaient, notamment la revascularisation complète. Je crois que ça, il faut vraiment insister sur ce thème-là. Il faut revasculariser de façon complète ces patients, encore plus quand ils passent à la chirurgie, parce que c'est pas très sympa de se faire ouvrir le thorax. Donc, à partir du moment où on y est, autant faire une revascularisation complète, éviter les stents chez les femmes insuffisantes cardiaques qui sont ischémiques si ensuite on a volonté de les envoyer à la chirurgie. À 8 ans, c'est la même histoire, sauf que les courbes divergent un petit peu plus, mais c'est la même histoire. Vous voyez, là encore, on a les patients, la référence, les patients en fonction ventriculaire gauche normale, pas d'insuffisance cardiaque,
pas d'insuffisance cardiaque, fonction ventriculaire gauche altérée, c'est pas très loin, mais c'est moins bien, forcément un petit peu. Et puis par contre, le deuxième groupe ici, avec les patients qui ont insuffisance cardiaque, que la fonction ventriculaire soit altérée ou pas. Alors c'est un très beau papier d'épidémiologie, hein. Il y a plein d'infos, on va pas s'étendre, mais là vous avez les courbes, à chaque fois les courbes très plats ce sont les hommes, les courbes en pointillés ce sont les femmes, et vous voyez qu'à chaque fois la mortalité chez les femmes, quelle que soit la catégorie, eh bien, est inférieure. Il y a une des raisons, c'est qu'elles sont adressées plus tardivement d'ailleurs à la revascularisation, elles ont plus d'insuffisance cardiaque avant la revascularisation, les délais sont plus longs, et puis elles font plus de complications aussi après la revascularisation. Alors ensuite, qu'en est-il du bénéfice ? Ça, c'était le risque par rapport à la base. Quel bénéfice de cette revascularisation chez les patients à dysfonction ventriculaire gauche altérée? On a parlé d'études Stitch à 10 ans avec des résultats qui deviennent intéressants, alors qu'à 5 ans, on avait des résultats qui restaient intermédiaires. Donc, je vous rappelle, c'était randomisé. Patient avec une dysfonction ventriculaire, une FEVG inférieure ou égale à 35%. D'un côté, c'était revascularisation chirurgicale associée à un traitement médical optimal basé sur les recommandations, et de l'autre côté uniquement le traitement médical optimal. Et vous voyez que là encore, à 10 ans finalement on a une différence significative en faveur de la revascularisation chirurgicale chez ces patients à dysfonction ventriculaire gauche altérée. Et d'ailleurs, en calculant, ça permettait de calculer qu'on en gagnait une survie supplémentaire pour 14 patients opérés. C'était vrai pour la mortalité globale, c'est vrai aussi pour la mortalité cardiovasculaire, c'est vrai aussi pour la mortalité quelle que soit la cause, et le critère cumulé, mortalité quelle que soit la cause, et réhospitalisation pour cause cardiovasculaire. Dans tous les cas, on a un bénéfice dans le groupe des patients qui ont été revascularisés chirurgicalement. Alors, il y a cette étude Stitch a été extrêmement déclinée. Il y a eu juste une étude où ils ont essayé de cumuler un peu les facteurs de risque, justement, de faire un espèce de score intermédiaire entre des patients qui avaient un facteur de risque et d'autres qui en avaient 2 ou 3. Donc, ils ont choisi tritronculaire, fraction vraiment altérée, inférieure à 26%, et le volume télésystolique indexé du ventricule gauche supérieur à 28. Les chiffres, ils les ont basés sur la médiane, en fait, de leur population, tout simplement. Et quand on regarde donc dans cette population-là, eh bien finalement, lorsque les patients avaient juste un facteur de risque, c'est la courbe du bas, le jaune, ça doit être le traitement médical, et le vert, les pontages, eh bien vous voyez que s'il y a juste un facteur de risque, il n'y a pas vraiment de différence. Pas inintéressant. Par contre, à partir du moment où les patients sont plus graves, et on sait très bien que c'est là où la chirurgie fait mieux, c'est quand les patients sont plus graves, et bien lorsque les patients sont plus graves, s'ils cumulent 2 ou 3 facteurs de risque, et bien là, on a un vrai bénéfice de la chirurgie par rapport au traitement médical. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est si on met sur le graphique du haut le traitement médical, sur le graphique du bas le traitement chirurgical, et puis à chaque fois on a soit un seul facteur, c'est là où 0 ou 1, c'est la courbe rouge, et 2 ou 3 facteurs, c'est la courbe bleue. Là, vous voyez qu'en traitement médical, eh bien, les courbes divergent, alors que le traitement chirurgical, finalement, on gomme complètement cette différence de facteurs de risque en ce qui concerne l'outcome. Alors, ensuite, quelle est la meilleure revascularisation, chirurgie ou revascularisation percutanée? Quelques études, une étude publiée il y a 2 ans dans le JTCS, 2000 patients, s'intéresse à des patients qui ont une fonction ventriculaire, une fraction d'éjection inférieure à 50%. Et vous voyez, là encore, on retrouve en moyenne 35% de fraction d'éjection. C'est un registre, donc il y a 1500 patients qui avaient été revascularisés chirurgicalement, 447 qui avaient eu une angioplastie. Bien sûr, ils font de l'ajustement sur le risque. Ils se retrouvent avec 324 patients dans chaque groupe. Et là, globalement, quand on regarde les résultats en termes de mortalité ou de survie, soyons un peu positifs, de survie à 1 an et à 5 ans, les résultats sont clairement en faveur plutôt d'une revascularisation chirurgicale, avec une différence de à peu près de 8% là, à 1 an, et bien entendu plus importante, les courbes continuent de diverger avec une différence plus importante à 5 ans. C'est vrai aussi pour les événements indésirables majeurs, avec une différence significative à 1 an et à 5 ans. Et lorsqu'on regarde l'étude multivariée, eh bien vous voyez que c'est vrai pour la mortalité, c'est vrai la différence pour les réadmissions, pas pour les réadmissions pour insuffisance cardiaque. Dans cette étude, il n'y a pas de différence sur les AVC, mais on sait très bien qu'il y a d'autres études, et je crois que j'en ai une derrière où il y a quand même une différence, et il y a aussi une différence bien sûr sur les revascularisations itératives et sur les infarctus du myocarde. Là encore, si on regarde l'étude multivariée, le pontage aussi bien pour la mortalité
que pour les adverse events, pour les événements indésirables majeurs, a un effet protecteur. Et si possible, lorsqu'on a une fonction ventriculaire gauche altérée, jouez pas trop avec. Le fait d'avoir une revascularisation percutanée préalable n'est pas forcément un très bon facteur. Même chose, ça c'est nos collègues japonais qui montrent globalement la même chose, on peut passer, parce que l'étude suivante est plus intéressante. Là encore, c'est la grosse base de données de l'Ontario, à peu près la même chose, 12 000 patients avec une fonction ventriculaire gauche inférieure à 35%. Bien sûr, c'est un registre, donc ils sont obligés de faire de l'ajustement, et donc après matching, vous voyez qu'on se retrouve avec à peu près 2400 patients dans chaque groupe. Et là encore, si on regarde le résultat en termes de survie à 8 ans, il y a un vrai bénéfice largement significatif en faveur de la chirurgie de revascularisation. C'est vrai aussi pour les décès de cause cardiovasculaire, c'est vrai aussi pour les événements majeurs, c'est vrai aussi pour les revascularisations itératives, c'est vrai aussi pour l'infarctus du myocarde, c'est vrai aussi pour les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Par contre, petite différence plutôt en faveur de l'angioplastie pour ce qui est des AVC, ça ressort quand même dans un certain nombre d'études. Ce qui est intéressant, c'est que la différence, elle n'est pas là. C'est pas au moment de la chirurgie, donc on a beau dire c'est la CEC, c'est je ne sais qui, je ne sais qu'est-ce. Non, a priori c'est pas là parce qu'on voit bien que les courbes divergent après, et donc probablement quand même qu'on a peut-être un petit défaut de prise en charge de ces patients qui ont été revascularisés chirurgicalement en termes de prévention. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire correctement et regarder correctement. Alors la grande question après qu'on nous adresse ces patients, et c'est des questions qu'on a déjà eues plusieurs fois avec Gilles, c'est viabilité, pas viabilité, point d'interrogation. Quelques études qui sont, alors j'ai pris quelques études qui sont plutôt en faveur, parce que Gilles pourra largement me contredire. Une étude où on étudie l'écho-d'obus low dose, et puis il regarde donc le Wall Motion Score inférieur ou égal à 2, donc avec une bonne viabilité intermédiaire, un score entre 2 et 3,9, et puis ensuite les patients qui ont une mauvaise viabilité, forcément les résultats ils sont quand même meilleurs quand il y a une bonne viabilité, avec un résultat qui n'est pas significatif versus traitement médical cette fois, qui n'est pas significatif à 1 an mais qui est largement significatif au suivi à une dizaine d'années. Pour les patients qui ont une viabilité intermédiaire, on n'a pas tout à fait la même chose, mais en tout cas un vrai bénéfice aussi beaucoup plus précoce à 2 ans, donc je trouve que c'est pas inintéressant quand même en termes de résultats. Même chose en ce qui concerne le résultat à distance. Et par contre, les patients qui ont une viabilité faible, finalement l'outcome à long terme n'est pas si bon que ça, n'est pas supérieur à celui du traitement médical, mais on gagne quand même quelques années probablement de vie supplémentaire au début. Mais après, on a des patients qui sont probablement les plus graves, et donc à un moment forcément ils vont décéder plus précocement que la population générale. Même étude un petit peu là où ils étudient le PET, l'écho d'obus avec soit l'activité des segments, soit l'amélioration de la fonction ventriculaire gauche. Tout ça pour dire que ressortez de cette étude quand même qu'en termes de prédictivité, probablement l'écho d'obus low dose était probablement le meilleur examen, donc c'est pas forcément le plus compliqué en tout cas à obtenir ici, donc ça nous arrange. Dernier papier, toujours là encore sur la récupération, ça c'est les gens d'Osaka qui ont regardé donc étudié des patients qui ont une revascularisation chirurgicale. Au départ, ils avaient une fraction ventriculaire inférieure à 40%, et ils regardent l'évolution de cette fonction ventriculaire au cours du temps avec des échographies sériées. Vous voyez qu'il y a globalement 2 groupes de patients. Alors, ils définissent la récupération comme un patient qui, à un moment ou un autre, a une fonction ventriculaire gauche supérieure à 40%. Et donc, forcément, vous avez ici le groupe de patients qui ont une récupération. Donc, ce sont les patients qui, à un moment ou un autre, ont une fonction ventriculaire gauche supérieure à 40%. En bleu, les patients qui ne semblent pas récupérer. Vous avez ici les courbes d'évolution cinétique du diamètre télésystolique du ventricule gauche. Forcément, alors ça c'est un peu une palissade, les plus graves vont moins bien. C'est assez logique, mais parfois ça coûte rien de le dire quand même. Ceux qui finalement récupèrent, quel que soit, parce qu'à la base on n'a pas une énorme différence, mais ceux qui finalement récupèrent une fonction ventriculaire qui redépasse 40%, et bien finalement ont quand même une survie nettement améliorée par rapport à ceux qui ne récupèrent pas. Et c'est vrai aussi si on fait abstraction de la mortalité
au cours de la première année. D'ailleurs, ce qu'ils disent dans cette étude, c'est ce qui semble compter plus, c'est non pas la quantité de récupération, mais le seuil de récupération. C'est-à-dire qu'il vaut mieux passer, dans cette étude, 40% en termes de fonction ventriculaire gauche, même si c'est un petit delta, alors ça veut dire qu'on part de moins bas, donc c'est un peu biaisé quand même, plutôt que d'avoir une bonne récupération, mais de rester au-dessous des 40%. Dans ces cas-là, on a l'impression quand même, c'est la courbe du bas ici, que la survie est moins bonne. Ils ont regardé les facteurs de risque en multivarié de non-récupération, et les deux seuls qui apparaissaient, c'était le diamètre télésystolique préopératoire et le fait de ne pas avoir une revascularisation avec les deux artères mammaires. Ça, vous savez très bien que nous, on en est plutôt convaincus. Alors, il est tard, donc on va faire court. Si vous retenez qu'un message, c'est celui-ci. Ça, c'est le message que Jean-Philippe avait vu dans le bureau. Surtout, vous cassez pas la tête à retenir autre chose, vraiment. Alors, pour ceux qui ont encore un peu de courage, je vous ai mis quand même quelques phrases, mais un peu inutiles. Le risque est faible et à modérer quand même chez ces patients-là. Nous, on se pose régulièrement la question, quand on a ces patients, on dit qu'est-ce qu'on va faire derrière, on va mettre une Impella, on va mettre une ECMO. Et force est de constater qu'un certain nombre de ces patients, pas les plus graves, mais on va dire les 35, 40, 50%, franchement, ils passent assez facilement le post-opératoire. Il y a un bénéfice net à court terme, à moyen terme, à long terme, aussi bien par rapport au traitement médical que aux revascularisation percutanée, surtout chez les plus graves, là encore, c'est pas binaire, bien entendu. Je crois qu'il faut vraiment que ces patients aient un bon suivi, un bon traitement médicamenteux derrière. Faites une petite évaluation quand même de la viabilité, ça vous coûte rien, nous ça nous rassure et ça rassure nos anesthésistes aussi, et ça quand même probablement un petit facteur pronostic. Et puis il faut favoriser la revascularisation toute artérielle, même chez ces patients-là, et penser à l'assistance circulatoire quand même, éventuellement chez les patients les plus graves. Je vous remercie. Merci Pascal. Et est-ce que le fait d'avoir développé l'ECMO, ça élargit un peu les indications et ça a amélioré le pronostic de ces malades? Si tu prends 2016 jusqu'à par exemple 2020, 2022, 2023, vous utilisez plus l'ECMO chez ces malades, et est-ce que ça change leur pronostic? Non, la première chose, c'est que ça nous rassure. C'est-à-dire qu'on sait que si ça va pas bien, on peut mettre une ECMO ou une Impella. Je pense que souvent, c'est plus des candidats à l'Impella. Il faut bien les évaluer d'abord, surtout une 5-0 qui va permettre de les assister pendant longtemps, mais il faut avoir une bonne artère sous-clavière et plutôt la droite parce qu'en général, il y a déjà tous les pontages qui naissent à gauche. Donc, ça nous rassure, donc on est plus actif sur ces patients-là. Est-ce que le fait de poser ensuite une ECMO derrière, ça améliore les résultats? On n'en sait strictement rien, ça n'a pas été du tout étudié. L'ECMO aussi sont, on va dire, ses complications associées, donc c'est pas rien. Mais je crois que c'est la gestion de ces patients-là en termes d'équipe. C'est pas juste aller faire des pontages, mettre de ma mère, faire 4-5 pontages. C'est pas juste ça. Il faut que ce soit bien sûr bien fait, il faut les tester, il faut faire du Doppler sur les pontages, il faut que ce soit une revascularisation complète. Mais derrière, il y a toute la prise en charge et la discussion avant le bloc, pendant le bloc, après le bloc, en réanimation, pour éviter justement, parfois je pense, un certain nombre de décès injustifiés tout simplement parce qu'on n'a pas bien géré le patient. Et donc là-dedans, l'ECMO, ça nous permet de dire si on a un problème, au bloc opératoire juste après, mais dans ces cas plutôt au bloc, on met l'ECMO et on est un peu tranquille sur la gestion du patient. Est-ce qu'il y a des questions pour Pascal, madame? Après être passé après les coronarographistes, est-ce que ça diminue les chances de succès pour la chirurgie? Il y a un des papiers qui semble dire oui, notamment chez la femme. En termes de technique, par contre, la réponse est plutôt non, sauf si vraiment on a affaire à des gens extrêmement déraisonnables. C'est-à-dire que de fait, si la totalité de l'artère est couverte de stents, là ça devient un peu compliqué, il faut enlever les stents avant de ponter, et je pense que c'est peu efficace. Autrement, techniquement parlant, le fait d'avoir eu des stents avant ne pose pas vraiment de problème technique. Pascal, le tout artériel, ça paraît évident à tout le monde ici, et pourtant on a le sentiment que c'est très parisien. Dès que tu sors un peu de Paris, on retrouve des SAFEN en province. Et puis alors quand tu sors des frontières françaises et que tu traverses les océans, on voit beaucoup de SAFEN encore. Oui. Qu'est-ce qui manque pour convaincre des vrais résultats, une vraie belle étude randomisée qui n'a jamais été faite, mais c'est beaucoup trop tard. Il est hors de question que demain, je remette des veines SAFEN à un patient. Tu vas me dire peut-être que c'est hérétique comme attitude, mais
il est hors de question que demain je remette des Vensafène pour des tas de raisons, et notamment parce que sur les grosses études de registre, on voit que c'est supérieur. Mais je pense que c'est ça qui monte, c'est-à-dire une belle étude randomisée. Mais là encore, c'est pareil, c'est comme vous, il faut 10 ans de recul pour montrer le bénéfice. Donc après, derrière, on est en retraite qu'on a les résultats. Mais je pense que c'est surtout ça qui manque, c'est le fait de ne pas assumer les complications. On assume nos médiastinites. On est en train de réfléchir là justement pour faire du pontage tout artériel de mammaire, mais par thoracotomie, notamment chez les patients en risque, pour éviter ces médiastinites chez les patients diabétiques, obèses, etc., parce qu'eux, ils ont un vrai risque de médiastinite. Je crois qu'il faut qu'on continue à améliorer les voies d'abord, comme on l'a fait pour les valvulaires. Dans les valvulaires, aujourd'hui, on n'a plus personne qui a une grande ouverture comme ça, c'est soit une thoraco, soit une mini-sterno, et ça, c'est réglé. Et là, on va passer au pontage aussi. Mais pour les deux mammaires, je t'avouerai que je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas ce qu'il faut dire aux chirurgiens pour... Enfin, ce que disent ces gens-là, c'est globalement une mammaire sur l'IVA, ça fait le job à 80%, le reste, les SAFEN suffisent. Pas la peine de s'ennuyer. Et en même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas de grande et belle étude qui leur donne tort. La seule chose avoir, notamment chez les diabétiques, on sait que les veines ont une vasoréactivité qui est plutôt pourrie. Et deuxièmement, chez ces patients-là, avoir une cicatrice sur la jambe, chez les diabétiques notamment polyvasculaires, ça peut être catastrophique derrière. C'est bien pire que la médiastinite, c'est l'amputation de jambes ou de pieds. Donc ça, on oublie complètement ces complications-là. Et c'est un vrai problème.